L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Février 17, devant la montée des mécontentements, la famine, les mauvais traitements dans les usines, à Pétrograd, le nouveau nom de Saint-Pétersbourg, les masses se rebellent et le tsar abdique. Un gouvernement provisoire est mis en place et il est dirigé par Kerensky. Il comprend des socialistes révolutionnaires, des libéraux, ce qu'on appelle les cadets, les démocrates constitutionnels. Et ce gouvernement décide, dans ses premières mesures, la libération totale des Juifs qui deviennent des citoyens russes comme les autres, avec les mêmes droits, et donc l'autorisation de s'établir partout où ils le veulent, dans la Russie devenue démocratique. Pour les Juifs, c'est une grande joie. Ils sont enfin reconnus comme citoyens. Ils peuvent quitter la zone de résidence et s'établir où ils le souhaitent en Russie, ce qu'ils font dès qu'ils le peuvent, notamment ceux qui ont un minimum de moyens, qui vont à Saint-Pétersbourg, à Moscou, enfin Pétrograd, à Moscou, à Odessa, à Kiev, qui étaient souvent dans la zone de résidence, mais où ils peuvent se déplacer librement, il n'y a plus besoin d'un livret ou quoi que ce soit, et beaucoup plus à l'est s'il le faut, sur la Volga, dans des villes comme Saratov, Kazan ou que sais-je. Donc, c'est une libération totale. Les Juifs ont des représentants à la Douma, plus qu'avant, où leur représentation n'était que symbolique. Et il y a même un ministre juif, ce qui apparaît pour beaucoup comme un miracle. Il s'appelle Pinchas Rutenberg. Il est ministre dans le gouvernement de Kerensky. Donc tout ça est bel et bon, mais ça ne va pas durer très longtemps, parce que la situation se dégrade. Les soldats, juifs et non juifs d'ailleurs, refusent de se battre plus longtemps. Plus de 3 ans de souffrance, ça suffit. Donc la Russie est livrée un peu au chaos. Il y a des armées qui se lèvent en faveur du tsar, notamment en Sibérie et du côté de la Volga. Il y a les troupes qui sont travaillées par les propagandes socialistes révolutionnaires, mencheviques, bolcheviques. Il y a des tentatives de coup d'État. En juillet, le général Kornilov essaye de prendre le pouvoir à Pétrograd. Il échoue. Mais un coup d'État qu'on appelle pompeusement révolution, parce que le coup d'État a été victorieux, donc il est immédiatement devenu une révolution, mais ça n'a rien d'une révolution. C'est un coup d'État organisé par Lénine, réussi grâce à l'aide du croiseur Aurore et des marins de Kronstadt. Lénine prend le pouvoir, le palais d'hiver qui appartenait donc au tsar est occupé, Kerensky est balayé et le pouvoir revient aux bolcheviks. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose pour les Juifs? La réponse est oui. Certes, juridiquement, rien ne change. Les Juifs peuvent s'établir où ils veulent. Ce sont des citoyens qui deviendront plus tard soviétiques, encore russes, pour le moment. Et Lénine n'est pas le moins du monde antisémite. C'est un bourgeois qui a fait des études, qui sait qu'il a une grand-mère juive du côté de sa mère, qui s'appelait Blank, qui sait que les Juifs ont été persécutés, et l'antisémitisme, pourtant bien répandu en Russie, ne fait pas partie de ses fixations, mais Lénine est un marxiste qui veut la révolution socialiste puis communiste.
et qui donc n'a pas de tendresse particulière pour les juifs, pas plus que de haine. Si un bourgeois juif est capturé et se comporte mal, on ne le condamne pas pour son judaïsme ou sa judéité, mais parce qu'il est bourgeois. Alors on dirait que dans beaucoup de cas ça ne change pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est quand même assez différent. Les ordres sont stricts d'ailleurs dans l'armée rouge, qui est dirigée par un fidèle de Lénine, un certain Lev Davidovitch Bronstein, donc un juif qui a pris comme nom de guerre Trotsky. Et on trouve dans l'entourage de Lénine, on trouve de nombreux juifs en dehors de Trotsky, Zinoviev, Kamenev, le fondateur de la Tchéka, la police politique, Ouritsky. Donc il y a des juifs qui soutiennent le mouvement bolchevique, mais ils sont quand même minoritaires. Beaucoup sont bundistes, donc des socialistes qui sont opposés aux bolcheviks et qui veulent une autonomie culturelle des juifs en Russie et en Pologne. D'autres sont sionistes, socialistes ou pas, et les relations se tendent très vite entre tous ces groupes. Elles étaient déjà tendues dès avant la guerre. Un dirigeant bolchevique, Plekhanov, disait que les bundistes sont des sionistes qui ont le mal de mer, c'est-à-dire qui mettaient dans le même sac tous ceux qui n'étaient pas bolcheviques. Donc, ces mouvements vont être très vite interdits, et donc les masses juives, qui adhéraient pour beaucoup soit au bundisme, soit au sionisme, d'autant qu'il y a eu la déclaration Balfour au même moment pratiquement que la révolution bolchevique, eh bien, vont se retrouver prises dans un nouvel étau qui va être très difficile à vivre. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.